comme c'est beau. La dernière fois que je suis allé chez le médecin, je me suis demandé ce que faisaient ces serpents sur les logos de quasiment tous les toubibs de la planète. On les retrouve même sur les pharmacies. C'est quoi le lien entre les serpents et la médecine? Alors bien sûr, vous dites, bah oui, mais moi je savais, c'est le serpent d'Esculape, du dieu romain de la médecine. Ah, mais moi je ne le savais pas. Le serpent d'Esculape, c'est très certainement la couleuvre d'Esculape. Juste ici. Extrêmement répandue à l'Antiquité, on acceptait volontiers cette couleuvre dans les palais, dans les maisons, jusque dans les berceaux des bébés, paraît-il. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je voulais comprendre ce qui était arrivé aux serpents pendant les 20 dernières années. Et puis aussi pendant les 20 derniers millions d'années. Et je suis arrivé ici, au Centre d'études biologiques de Chizay, pour rencontrer Xavier Bonnet, l'un des plus grands spécialistes mondiaux des serpents. Tiens, elle a fait semblant de me mordre, c'est rare qu'elle fasse ça, mais bon, c'est juste des lesbos. Hein. Ce site a été construit à l'origine pour héberger une base militaire de l'OTAN. Depuis, on n'y trouve plus des militaires, mais des biologistes qui tentent de comprendre les liens qui unissent les différentes espèces au sein des écosystèmes. En me baladant, j'ai vu des trucs de fou. J'ai vu des gens qui étaient en train de découper des oiseaux marins pour voir les parasites qu'ils avaient dans leur intestin. Mais il y en a aussi qui bossent sur les orques, sur les pollinisateurs. On est un peu dans un des hotspots de la compréhension de la biodiversité mondiale ici. Alors, toi, une question qui te passionne sur les serpents, c'est l'évolution. Elle est particulière, elle est spéciale, celle des serpents Les serpents, ils existent depuis environ 150 millions d'années. D'où viennent les serpents, on ne sait pas vraiment. On sait que ce sont des lézards. Et ils ont perdu leurs pattes au cours du temps. Ils se sont allongés, très allongés. Puis là, on voit vraiment la caractéristique des serpents aussi, c'est la souplesse. Il y a quoi d'autre comme caractéristique? Alors la principale caractéristique, celle qui est la plus importante sur le plan évolutif, c'est le crâne. Il y a quelques dizaines d'os qui composent le crâne. Ils sont plus ou moins articulés les uns avec les autres. Et ça donne une grande flexibilité et donc notamment la capacité d'engloutir de grosses proies. Du coup, ils ont une tête démentielle. C'est comme si nous, on pouvait manger des hamburgers qui étaient grands comme ça, quoi. Alors en fait, c'est comme si moi, je pouvais te manger. Sur le palais, en haut, il y a plusieurs rangées de dents. Et l'animal a tellement de mobilité qu'il est capable de bouger ses dents les unes par rapport aux autres et de faire avancer une proie simplement en faisant bouger ses dents. Et d'ailleurs, ça porte un nom, ça s'appelle la marche des dents. Alors là, on est en train de marcher dans la forêt de Chizay pour essayer d'aller chercher des serpents. Il y a des plaques qui sont disséminées un petit peu partout dans le paysage. On a installé à peu près plus de 1000 plaques. Quand on les soulève, les serpents se trouvent dessous parce qu'ils viennent se réchauffer ou chercher d'autres animaux qui se trouvent dessous et qui sont leurs proies. C'est un peu des zones de passage parce qu'en soi, trouver un serpent dans la nature comme ça quand on marche, c'est super compliqué et on en voit quand même assez rarement. Et si on faisait ça en fait à l'année et qu'on n'avait pas de plaques, on devrait peut-être en attraper une vingtaine, alors que là, on en a plus de 500 à l'année. Oh, attends, il y en a un là. Il y en a un juste là. Oh. C'est une couleuvre à collier. Oh, mais oui, t'es belle. Oh, oui, t'es belle. Alors ça, c'est une petite couleuvre d'Esculape qu'on a attrapée dans la réserve biologique de Chizay. Alors le but du jeu, c'est de réussir à mesurer le serpent. Celui-là, il est constricteur, donc il faut déjà le dérouler. Déjà. Et en plus, elle a une sacrée force, ce qui fait qu'elle s'enroule très facilement. Alors bien entendu, vu qu'on travaille avec des animaux vivants, il faut toujours composer avec l'animal. Si l'animal n'a pas envie, c'est compliqué. Donc du coup, on va faire des mesures de la longueur du corps, comme on peut le voir ici. Après, on va aussi prendre le poids de l'animal. Et une fois que tu l'as pesé, tu mesures quoi? On va faire plein de mesures de tête. Et ça, les mesures biométriques, c'est quelque chose que font tous les herpétologues du monde? Oui, tous les herpétologues du monde vont faire ces mesures. Et en fait, ça va permettre de comparer un peu les populations. Donc nous, à Chizay, c'est quand même un truc, le suivi de 30 ans, c'est quelque chose d'assez unique au monde. Oui, c'est vraiment avec ces bases de données que vous arrivez à obtenir des résultats scientifiques, parce que sinon vous êtes aveugle si vous n'avez pas ces données-là. Et voilà, et en soi, ce qui est pratique, c'est que vu qu'on a énormément de groupes qui travaillent sur les serpents dans le monde entier, si on travaille tous de la même manière, c'est plus simple aussi pour se comprendre. La beauté de ces mouvements, sa fluidité a inspiré artistes, mythologie et tout ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment extrêmement fluide quand on le tient. On se demande comment il se déplace d'ailleurs. C'est comme de l'eau qui coulerait à l'envers. Ça force pas, hein. Quand on l'a dans les doigts, ça force pas du tout et ça avance. Il y a plein de serpents qui veulent qu'on ait peur d'eux parce que c'est souvent des proies, en fait. Ouais, un serpent venimeux comme un cobra, quand il met son capuchon et quand il crache, c'est pour éviter une confrontation. Et c'est pas une position d'attaque, ça, pour le cobra? C'est pas du tout, c'est une position de bluff. Mais quand il chasse, il fait pas ça, parce que s'il fait ça, la proie va pas rester. Quand il chasse, il change de registre, il est dans la discrétion. Pas de bruit, pas vu.
Alors ça, c'est une espèce semi-aquatique, donc qui maîtrise très bien la nage en surface, la plongée, elle peut rester en apnée très longtemps sous l'eau, donc celle-ci est parfaitement à l'aise dans l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que les espèces terrestres, donc qui n'ont jamais évolué pour nager, on les met dans l'eau et assez rapidement, elles nagent remarquablement bien. Alors, sur le banc de nage, ici, ils essayent de comprendre comment cette couleuvre, par exemple, réussit à nager avec ses ondulations. Donc tout le long du banc, là, ils mettent des caméras pour avoir le plus de données possible pour comprendre la dépense énergétique du serpent, la vitesse, quels sont les muscles qui sont impliqués et quel mouvement est réalisé par le serpent. Alors c'est pas facile, hein, parce que forcément, c'est un animal qui a son propre libre arbitre. Allez, c'est pour la science. Vas-y, Pépette. Vas-y, montre-leur. Waouh, regarde-moi ça. En France métropolitaine, ce que les serpents préfèrent, c'est les milieux ouverts comme ça. Mais leur mode de locomotion leur a permis de conquérir tous les milieux. Malgré leur adaptabilité, les serpents partout dans le monde morflent. Ça fait combien de temps que tu étudies les serpents ? 30 ans. 30 ans. Et est-ce qu'en 30 ans, tu l'as vu, l'effondrement de la biodiversité dont on parle autant, l'effondrement des populations de serpents, tu as pu la constater ? C'est un drame. En 30 ans à peine, je l'ai vu et je le vois. Donc, dans un espace de temps aussi court, on voit le sinistre se produire sous nos yeux. Parce que l'homme impose un rythme et une violence de changement qui est vraiment très, très forte. Alors, si on en fait une petite liste à l'après-vert, il y a le réchauffement climatique, il y a les déplacements d'espèces. Alors, en numéro 1, de très loin, c'est la destruction des habitats. Les serpents, comme leur proie, comme tout un tas d'animaux, une grande partie de la biodiversité, ça prospère dans les zones broussailleuses et de bocage. Et pourquoi ? Il y a des habitats, des cachettes, enfin voilà, c'est structuré, c'est complexe. Et donc ça entraîne automatiquement une grande biodiversité. Et un champ, c'est pas complexe ? Alors un champ, type un beau champ de tournesol avec des coquelicots devant, ça a à peu près autant d'intérêt qu'un parking de supermarché, quoi. C'est un désert, en fait. C'est un désert. Donc quand on est en avion et qu'on voit l'espèce de mosaïque française du paysage, c'est des déserts, des déserts, des déserts. Il y a des corridors quand même pour eux, ils peuvent circuler un peu ? Non, mais c'est un désastre. C'est la cause principale de perte de biodiversité au niveau mondial. Les gens, ils sont scandalisés par la déforestation, pour l'huile de palme ou l'Amazonie. Mais chez nous, on fait pareil, hein. Je veux dire, les champs à perte de vue où il n'y a que des céréales, où on nous explique que si les haies empêchent la culture, ce qui est faux, hein. Techniquement parlant, c'est faux. C'est une folie de destruction, de mise à plat de la nature. Toi, si tu dis qu'il faut protéger la biodiversité, c'est pas tellement parce que c'est utile, mais l'argument principal, c'est l'intérêt d'être dans ce monde, l'intérêt d'être vivant et avec d'autres vivants, la beauté du monde. Les gamins, quand ils viennent dans la forêt avec nous, j'ai jamais ce discours, et d'ailleurs les étudiants ne sont pas autorisés à l'avoir. Faut protéger les serpents parce qu'ils mangent les rongeurs et ça sauve les cultures. C'est quoi cette histoire ? Où on va avec ça ? Mais les gamins, c'est là qu'il y a de l'espoir. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise que ça sert. Hein. Que ce soit joli, que ce soit merveilleux, ça leur suffit. Et c'est aussi quelque chose qui a été oublié. Ça devrait nous suffire à nous. Absolument. Ouais. Effectivement, il n'y a pas besoin qu'ils servent à quelque chose. Parce que les tigres, ils servent à rien, on peut les éliminer tous, hein, on vivra pareil. Il n'y a pas besoin de baleines dans les océans, ça marchera autrement. Mais est-ce que le monde sera aussi joli sans tout ça ? Et c'est une partie de tes recherches de faire des recommandations au pouvoir public, de leur dire quels sont les points qui pourraient être améliorés en termes de politique publique ? Bien sûr. Typiquement, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de combattre cette façon de nettoyer, d'aplatir la nature. Il faut aménager du bordel ? Absolument. Si vous avez des bosses et des creux, vous créez de la diversité et il y a des options pour que la vie se cramponne. Il y a des reflets iridescents sur les écailles. De près, c'est vraiment magnifique. Bon bah voilà, je reste un peu flippé à l'idée que mes enfants puissent tomber un jour nez à nez avec une vipère ou un serpent à sonnette. Mais je dois dire que je suis encore plus flippé à l'idée qu'ils puissent grandir dans un monde dans lequel il n'y en aurait pas. Après avoir passé un siècle à vouloir tout gérer, tout contrôler, il serait peut-être temps de laisser durablement de la place au bordel. Parce que c'est dans le chaos que la vie peut construire patiemment son étrange et fascinante diversité. Je crois qu'il est temps de se reconnecter vraiment aux vivants et à tous les êtres vivants, pas que les pandas mignons.